On va commencer par le dernier, aux éditions Flammarion. Je trouve qu'il est, vous me direz si je me trompe, mais je l'ai senti un peu différent des autres, notamment dans la construction. C'est une sorte de huis clos, avec un fond quand même très théâtral. On va voir si c'est important pour vous. Dans ce roman, Dessous les roses, titre allusion à une chanson de Barbara, puisque dans le Nantes, en l'occurrence. Deux frères et une sœur se retrouvent finalement dans la maison familiale, la veille des funérailles de leur père, et la soirée qui suit aussi, et le lendemain matin. C'est un événement bien sûr triste, mais ça va être finalement un peu le propos va être d'explorer un peu, peut-être de se régler ses comptes, ou d'explorer un peu si peut-être les relations un peu étranges qu'on peut parfois entretenir entre frères et sœurs lorsqu'on est devenu adulte. Est-ce que ça vous va comme oui, c'est même comme ça que le livre est né, c'est-à-dire que la question des frères et sœurs une fois adultes m'intéresse beaucoup. Elle a traversé certains de mes livres, mais toujours en filigrane ou par incidence, quoi. Et je voulais consacrer un livre à ça, et d'où cette forme, théâtrale du huis clos, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, où je les kidnappe, quoi. Et je les mets les uns en face des autres. Bien sûr, dans la maison où ils ont grandi, histoire de bien nous rappeler d'où ils viennent, leur origine et source commune, l'origine et la source commune de leur lien qui perdure, quand bien même ils ont pris des chemins très différents, quand bien même il se peut bien que s'ils se rencontraient dans d'autres circonstances, dans d'autres vies, ils ne seraient pas très amis, ou ils ne s'adresseraient même pas la parole, comme c'est souvent le cas avec nos frères et sœurs une fois devenus adultes. Il y a des cas où ça pourrait être nos amis, mais il y a bien des cas où, en fait, si on les rencontrait dans d'autres circonstances, il y aurait aucune chance qu'on ait des liens avec eux. Et d'ailleurs, il y aurait aucune chance qu'on les rencontre dans d'autres circonstances, parce qu'on fréquente pas du tout les mêmes cercles, qu'on n'a pas du tout les mêmes itinéraires, qu'on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes valeurs, les mêmes idées, etc. Et bien sûr, de les soumettre à une situation particulièrement fragilisante, et qui vous dépouille de votre armure et de votre carapace, qui est la mort du père. La mère est toujours là. Évidemment, si je vois aussi la mort du père, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il s'agit d'une famille, comme beaucoup de familles de cette génération-là, extrêmement patriarcale, où le père est, au moins en apparence, absolument omnipotent, où se pose toujours la question de papa va être content, on va énerver papa, faut que je demande à papa, faut que l'on demande à ton père, et où le fait d'énerver le père, ou de le déranger, ou d'éventuellement d'aller contre lui, est déjà tout un drame possible, quoi. Voilà. Et ce que je voulais travailler, c'est ça, quoi. C'était cette espèce de mystère qui est que, à la fois, voilà, on garde des relations avec des gens qui auraient pu être des étrangers, mais avec qui on est lié à la vie, à la mort, par quelque chose de sincère, de tendre, qui puise sa source dans un passé commun, mais un passé commun qui n'est pas si commun que ça. Parce que, au fond, on s'en rend compte, et à l'occasion de ce livre, ils s'en rendent compte en confrontant leurs visions. On a vécu la même enfance, mais on n'a pas vécu la même enfance. On a vécu dans la même maison et dans les mêmes lieux, mais on n'a pas fréquenté la même maison et les mêmes lieux. On a eu les mêmes parents, mais on n'a pas eu les mêmes parents. Parce qu'on n'est pas né au même moment, parce qu'on était un garçon, parce qu'on était une fille, parce qu'on avait tel ou tel caractère, parce que nos parents étaient à tel moment de leur propre vie, en difficulté de couple, ou au contraire, dans un moment sentimentalement heureux, en difficulté financière ou professionnelle, ou au contraire dans un moment calme, soumis aux épreuves de l'existence, les deuils, les déceptions, les aléas de la vie, et soumis aussi à leur propre état de forme, parce qu'aussi on n'éduque pas ses enfants de la même manière. Le premier, on a plein d'idées hyper précises, souvent on passe rien, et les aînés, des fois, c'est pas facile pour ça. Le petit dernier, on est tellement crevé, tellement dépassé et occupé qu'on le laisse faire n'importe quoi. Celui du milieu, il a d'autres problèmes, lui. Il faut qu'il se situe justement entre les deux. Voilà. Alors je voulais brasser un peu tout ça. Et évidemment,
en ajoutant un élément histoire de faire monter un peu la mayonnaise et que ces gens et que ces deux frères et sœurs aient des choses à se reprocher et à régler. Voilà, j'ai mis au milieu un empêcheur de tourner en rond. Il y a toujours dans une famille, Paul, qui est Paul, qui est le frère du milieu et qui est l'artiste de la famille et qui a toujours trouvé bon et légitime de nourrir ses œuvres de sa famille, justement, en pillant sa famille, en pillant l'histoire de sa famille, mais en la transformant, en disant parfois la vérité, même quand ça fait pas plaisir, en mentant, mais bon, évidemment, les spectateurs de ces films et des pièces de théâtre qu'il monte peuvent pas savoir qu'il monte, prennent parfois ce qu'il raconte pour de l'argent comptant, et de toute façon, voilà, on s'ajoute donc à cette réflexion sur la fratrie, une deuxième réflexion sur voilà, les artistes qui vampirisent et pillent et font ce qu'ils veulent de la vie de leurs proches, ce que font beaucoup de gens, ce que j'ai pu faire moi aussi, et quelque chose qui y a là d'inconciliable entre l'affirmation par l'artiste d'un droit inaliénable, non négociable à raconter ce qu'il a raconté, à faire ce qu'il veut de sa propre vie, même si cette vie inclut précisément ses proches, le droit de mentir, le droit d'inventer, le droit de dire de la vérité, sa liberté totale. Et de l'autre côté, enfin bon, il y a cette phrase d'Annie Ernaux qui dit les livres, mais c'est valable pour les films ou les pièces de théâtre, quand on les écrit sur cette matière-là, il faudrait les écrire comme si on était mort à leur parution et qu'on avait de compte à rendre à personne. Parce que sinon, on se censure tellement qu'on ne peut pas accéder à la... Bon, disons la vérité, c'est un bien grand mot, mais qu'on est censé chercher. Sauf qu'en vrai, quand les livres sortent, ou les pièces, ou les films, les fameux proches, on n'est pas mort, et les proches, ils sont là, et ils nous attendent avec les flingues, ils ont bien raison aussi, parce que leur position est tout aussi légitime, selon moi. C'est-à-dire le sentiment de s'être fait déposséder d'eux-mêmes, le sentiment d'impunité et de toute puissance qu'ils prêtent aux artistes qui les ont mis en scène, brocardés ou même valorisés sans leur consentement. Il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, quoi. Voilà. Avec cette phrase de Philippe Roth qui est assez bien choisi, évidemment, en épigraphe du livre. J'écris de la fiction, on me dit que c'est de l'autobiographie. J'écris de l'autobiographie, on me dit que c'est de la fiction. Aussi, puisque je suis tellement crétin et qu'ils sont tellement intelligents, qu'ils décident donc, eux, ce que c'est ou n'est pas. C'est extrait de Tromperie. Le livre est vraiment... Il y a vraiment deux parrains, enfin deux ombres qui planent au-dessus du livre. Il y a Tchekhov pour tout l'aspect... théâtrale, pour la cyclothymie extrême des sentiments, très grande versatilité permanente, cette manière que j'ai humblement essayé de trouver ce qu'il y a dans ce théâtre-là, d'être tellement nourri par la vie dans toute son instabilité, et aussi de trouver quelque chose à travers le roman, parce que c'est quand même un roman, mais d'emprunter au théâtre ce truc qui est que c'est un art du présent, quoi, et de la présence. On peut pas, il y a pas de flashback. Alors mais il y a pas de flashback. Au sens. En tout cas, ce qui se joue, c'est ce qu'on se dit et ce qu'on se dit pas, quoi. Voilà, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui et ce qu'on se dit pas. Il y a pas. Et alors dans le livre, bien sûr, la différence, c'est qu'on a accès à l'intériorité des personnages, ce qu'on n'a pas au théâtre, et ce qui est le grand privilège et l'immense privilège du roman, avoir accès à l'intériorité des êtres. Et ce qui est d'ailleurs, pour moi, c'est bien pour ça que j'écris des romans, parce que c'est le fantasme absolu de savoir ce que chacun a dans le crâne, ce que l'autre a dans le crâne. Vous dire que vous pourrez retrouver dans quelques jours des extraits de cette rencontre avec Anthony qui se trouve ici, qui pour Zone Franche va mettre donc en ligne sur le site Medialand à peu près 10-15 minutes de cette soirée avec Olivier Adam. Vous donnez rendez-vous, c'est dans pas longtemps. Vous avez eu les documents sur vos chaises. Jeudi 1er juin, nous serons à Ondres avec Victoria Mass, qui a écrit Le Bal des Folles, notamment son premier roman, et Un Miracle, son second roman depuis. Le mardi 11 juillet, nous serons à Léon avec Alain Baraton. Là, on changera de sujet. Voilà. Le jeudi 24 août, nous serons avec Andrei Kourkov, écrivain ukrainien, qui avait écrit notamment Le Pingouin, qui a de nombreux livres depuis.
à Sanguinet, donc le jeudi 24 août. Le mardi 12 septembre à Pomarès avec le prix Goncourt des lycéens Sabil Goussoub, toujours à 19h. Le mardi 10 octobre avec Julien Sandrel à Grenade. Le mardi 7 novembre, on fêtera le 10e anniversaire de la médiathèque d'Agetmo. Le temps passe, ça fait déjà 10 ans que la médiathèque est ouverte. Avec une autrice de bande dessinée, Florence Dupré-Latour. Et nous terminerons l'année le jeudi 7 décembre à Morsins avec Véronique Ovaldi. Voilà. Une amie. Merci beaucoup Olivier Adam et merci à vous.